Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Vous êtes propriétaire, vous voulez louer et vous découvrez que vous n'êtes pas seul à décider. Aujourd'hui, entre la location meublée de tourisme, les nouvelles formes d'occupation comme le BRS, les règles de l'immeuble, beaucoup de gens font la même erreur, se lancer sans avoir vérifié les règles. Dans Tout droit, on vous explique ce que vous pouvez faire, ce que vous devez vérifier et ce qui peut créer un vrai conflit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tout droit. Le thème du jour, louer sans se tromper ou les nouvelles règles du jeu. Les assises de la copropriété face aux défis locatifs ont eu lieu le 31 mars dernier et j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui quelques-uns des intervenants de haut vol présents ce jour-là. Je vous présente tout de suite mes invités du jour avec maître Faustine Giraud-Barraud, notaire, donc toi tu poses le cadre, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Maître David Roguet, avocat, toi tu es au contact des conflits, David, tu vas nous dire où ça dérape et comment éviter ces fameux conflits. Delphine Trosset, Delphine, tu es directrice vente et syndic à la SDH, tu vois les problèmes au quotidien, immeuble par immeuble. Et enfin, Sacha Fabre, Sacha, tu es manager associé chez Edgar, société d'expertise comptable spécialisée dans les revenus locatifs. Toi, tu vas nous aider à remettre les chiffres et la fiscalité à leur place, sans jargon si possible. Bien sûr, la règle du plateau, c'est qu'on se tutoie. Plume est avec nous comme d'habitude. Elle lit pas les règlements de copro, mais elle comprend très bien la notion de territoire. Allez, on attaque. On commence par le socle. Donc, louer en copropriété, c'est un droit, mais un droit qui est encadré. Faustine, je me tourne tout de suite vers toi. Si un propriétaire vient te voir et te dit « je suis chez moi, je loue comme je veux », qu'est-ce que tu lui réponds ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand on est copropriétaire, la première des choses, donc quand on souhaite vendre, alors le projet de louer moins, mais quand on souhaite vendre avec un but d'investissement locatif, ou en tout cas on vend à un investisseur, il faut regarder le règlement de copropriété. C'est-à-dire que c'est ce qui va encadrer la possibilité ou non de louer. Oui, on peut toujours louer, mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que dans le règlement de copropriété, il y a une clause phare, ce qu'on appelle la clause de destination. Et c'est ce qui permet de savoir ce à quoi l'immeuble, dans sa globalité, est destiné. Si le bien est à usage d'habitation, la location classique ne pose pas de problème. Okay. Si le bien est à usage commercial ou d'habitation et commercial, se pose la question du Airbnb. C'est comment est-ce qu'on articule le Airbnb dans ce type de clause. Donc, si on est à usage d'habitation exclusif, le Airbnb, qui est une activité commerciale, eh ben, ça ne marche pas. Alors, donc, toi, la première chose que tu fais, c'est que tu vois l'acheteur et tu vas lui dire, OK, quel est votre projet ? Voilà, il faut et après, tu vérifies si le projet rentre dans les clous de la destination. Et il faut que l'acheteur ait un projet qui soit à peu près clair. C'est-à-dire qu'il faut savoir vers quel type de location on va se diriger. Est-ce que c'est du meublé ? Est-ce que c'est du nu ? Ou est-ce que c'est du meublé de tourisme ? Alors, quand on voit dans un règlement de copro, par exemple, l'usage destination bourgeoise, ça veut dire quoi en clair ? Eh bien ça, c'est le terme un peu désuet pour dire que la copropriété est à usage d'habitation. D'accord. L'habitation bourgeoise exclusive, elle prohibe tout autre type d'activité que de l'habitation. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien faire d'autre du tout ? Non. Alors David, moi je me tourne vers toi. Dans les litiges, justement, qu'est-ce que tu vois souvent en fait ? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas lu le règlement ou qui ne l'ont pas pris au sérieux ? Parce que c'est peut-être souvent ça, on se dit oh, allez, on s'en fout, il y a la clause, mais on va le faire quand même. Déjà, il faut rappeler une évidence qui n'en est pas forcément une pour tout le monde. Le règlement de copro, c'est un contrat. Oui. C'est un contrat qu'on n'a pas négocié, parce que c'est un contrat d'adhésion, et dès que vous achetez en copropriété, vous adhérez aux clauses de ce contrat. Et en particulier, ce que vient de dire Faustine, la clause de la destination, c'est la clause qui est sans doute la plus importante, c'est celle sur laquelle il faut être le plus attentif, parce qu'il y a des clauses qui interdisent effectivement des destinations particulières, des activités particulières. Donc c'est hyper important quand vous entendez louer, par exemple, à un commerçant, ou à un médecin, ou à un avocat, de savoir si l'activité est possible. Clause exclusivement bourgeoise que l'habitation, à l'exclusion de toute autre activité. Oui. Clause simplement bourgeoise, les professions libérales,
sont possibles, donc médecins, avocats, notaires ou autres. Donc c'est sans doute la clause la plus importante à vérifier. Sauf qu'on ne va pas se mentir, les propriétaires, là, prenez tous vos règlements de copro, lisez la clause de destination. Quand vous avez un immeuble qui a été construit après les années, on va dire entre les années 65 et 80, c'est parfois sibyllin, les clauses de destination. C'est parfois un peu flou. Donc, comment on fait dans ce cas-là? On interprète, on se dit on y va, c'est quoi le... Tu dois avoir des soucis, toi, par rapport à ça. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait voilà. Arthur Emery. Merci pour la maxime. Le principe, quand même, qu'il faut retenir, c'est que ce qui n'est pas interdit est permis. En copro comme ailleurs, d'ailleurs. D'accord. Donc, s'il n'y a pas une clause qui interdit expressément une activité, elle est possible. Sauf que parfois, lorsqu'on a un copropriétaire ou un locataire, d'ailleurs, qui va prendre un bail, qui a envie de mettre en place une activité et qu'il a un doute, il a quand même intérêt à vider la difficulté en saisissant l'Assemblée générale qui va se positionner. D'accord. Effectivement, il y a des règlements de copro qui sont flous parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont mal rédigés, oui. parce qu'on ne les rédigeait pas de la même manière qu'avant. Et que si on soumet la clause aux juges, les juges sont des femmes et des hommes qui peuvent avoir des interprétations différentes, sont des êtres humains et qui peuvent avoir une interprétation différente d'une clause d'un juge à l'autre. Ok, alors merci à tous les deux pour ce cadrage juridique. Et maintenant, tu l'as déjà un petit peu abordé tout à l'heure, Faustine, on va parler du sujet qui déclenche les passions en ce moment, le meublé de tourisme et de courte durée, donc ce qu'on appelle le Airbnb. Là, on va être très concret. Je peux pas, je risque quoi? Cas classique, je suis copropriétaire, je veux louer en meublé de tourisme. Je pense que c'est juste une plateforme, une petite annonce simple, que tout va bien se passer, mais en réalité, il y a plusieurs couches de règles qui se superposent. Et là, Faustine, à nouveau, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il faut un enregistrement? Est-ce que tu peux aussi nous parler de ce fameux permis de louer? Oui, bien sûr. Alors, sur le Airbnb, il faut à chaque fois revenir aux bases. C'est-à-dire, est-ce que déjà, on peut le faire dans la copropriété? Donc ça, ce sera la question de la destination. Okay. Et puis après, il y a toutes les questions des démarches à faire pour aboutir à une location. D'accord. La première des démarches, effectivement, c'est qu'en mairie, il faut s'enregistrer. On ne peut pas louer comme ça. Et surtout, ce qu'il faut, c'est se renseigner sur le site. Nous, par exemple, à Grenoble, c'est le site de la métro, oui. Mais chaque ville a le sien. Il faut se renseigner sur le site, sur ce qui est prévu par commune ou par regroupement de communes. Parce que donc en fait, c'est différent en fonction de l'endroit où on va louer. Voilà, les communes ont voté différentes façons de faire avec le Airbnb. Quand vous êtes, par exemple, sur le littoral, c'est beaucoup plus restrictif qu'à Grenoble. D'accord. Voilà. Donc, la première des choses à faire quand on loue Airbnb, c'est la destination et ensuite regarder quelles sont les démarches qui doivent être faites au sein de la commune sur laquelle on loue. Et cette histoire de permis de louer? Et alors, le permis de louer, alors ça, c'est une autre spécificité qui est votée ou non. Oui. Nous, en tout cas, à Grenoble, c'est le cas. Oui. Donc, le permis de louer, c'est le fait de devoir faire valider la location du bien à la mairie, la métro ou ce genre de choses. Et pour pouvoir louer le bien, il faut qu'il respecte les normes de décence. Alors, les normes de décence, il y en a plusieurs. On les retrouve dans le règlement sanitaire et aussi dans la loi. Vous ne pouvez pas louer un bien avec des nuisibles, par exemple. D'accord. Mais ensuite, vous avez le règlement sanitaire qui, là, est départemental. Et le règlement donc là encore, il peut changer en fonction des départements. Exactement. Et surtout, il vient ajouter des couches. C'est-à-dire que vous avez la destination, l'enregistrement et ensuite la décence. Et à chaque fois, c'est dépendant des départements ou des communes au sein desquelles on fait la location. Donc, il faut vraiment, en fait, tout vérifier. Il faut tout vérifier, puis il faut se faire accompagner. Et quand on loue un meublé de tourisme, est-ce qu'on est concerné par le plafonnement des loyers, par exemple? On en entend parler aussi, il existe à Grenoble. Est-ce qu'on est concerné? Non, en meublé de tourisme, on n'est pas concerné par le plafonnement des loyers. Pas encore. Le plafonnement des loyers, il s'applique pour le moment à toute location meublée ou nue hors tourisme. D'accord. Et ça, pareil, il faut aller vérifier sur le site. Donc nous, ici, c'est la métro, mais sur le site de la métro pour savoir est-ce que le loyer qu'on pratique, il est en dessus ou en deçà de la norme qui est fixée et qui dépend d'un prix au mètre carré en fonction d'un zonage. Ok, merci beaucoup Faustine. Alors Delphine, je me tourne vers toi. Toi, tu es aussi responsable syndic à la SDH. Quand ça se passe mal dans un immeuble, c'est pas seulement la location, en fait, c'est souvent les effets qui posent problème. La rotation, le bruit, toutes les dégradations éventuelles dans les parties communes. Toi, qu'est-ce que tu observes dans ta pratique et qu'est-ce que tu fais pour calmer le jeu? Comment tu gères les choses?
Effectivement, les situations très concrètes, c'est le bruit qui voilà. pose énormément de problèmes, les allées et venues qui peuvent être tardives, les déchets mal gérés, la grosse problématique des encombrants et les équipements qui sont utilisés différemment, c'est-à-dire les boîtes à clés ou des logements qui sont utilisés pour faire du deal, en fait, qui sont loués Ah oui, plein de deals. pour utiliser pour faire du commerce, un commerce un peu illégal. Olé, olé. Olé, olé. Donc, et souvent, Tu le vois souvent, ça, Delphine? on le voit en réalité. quelquefois. Ah oui, En quand même. réalité, quelquefois, on y est confronté. Ouais. Comment tu gères la situation, toi? Généralement, en tant que syndic, on le gère après coup. On est souvent Bien informé et l'idéal, c'est d'être informé en amont. Bien sûr. Sur toutes les situations de location de courte durée, je mets de côté le deal. Moi, je trouve qu'il faut informer les copropriétaires, leur donner les impacts au niveau de la location, qu'est-ce que ça va générer sur leur immeuble, et surtout responsabiliser les propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a certaines fois des propriétaires fantômes qui ne remettent pas les règles à leurs occupants et qui sont absents et qui n'assument pas en fait les conséquences de la location. On l'a dit tout à l'heure, la location, c'est pas le problème, c'est vraiment les effets que ça fait. Et ça vous arrive d'aller jusqu'à la procédure, justement? Oui. David, toi, tu traites des fois ce genre de cas, en fait, de propriétaires qui louent un meublé de tourisme et qui ne respectent pas, en fait, les consignes au niveau de l'immeuble. Ils ne respectent pas la destination, parce que, on l'a dit il y a un instant, tout n'est pas possible. En tout cas, la location Airbnb n'est pas forcément possible dans tous les immeubles, encore plus avec la loi Le Meur, puisqu'on peut intégrer des clauses. On peut modifier le règlement de copropriété pour interdire tu nous en parleras tout à l'heure. Un peu plus tard. Effectivement, on a toute la difficulté des nuisances. Tous les règlements de copropriété, ou presque, interdisent des activités susceptibles de nuisances. Alors, ça veut pas dire grand-chose, en vrai. Ça ne permet pas aux syndics ou aux syndicats des copropriétaires d'interdire l'activité a priori, mais s'il y a des nuisances, a posteriori, une action est possible. Alors, elle est toujours difficile à démontrer, parce qu'on ne vous croit pas forcément sur votre bonne mine. Il faut quand même qu'on ait des éléments. Il faut prouver que ça se répète. Donc, il faut des constats d'huissier, il faut des attestations, il faut des dépôts de plainte, et ça, c'est assez compliqué. En tout cas, pour motiver les copropriétaires pour rassembler ce genre de preuves. C'est compliqué et très très long, en fait. C'est la durée. On peut en parler. Aux assises de la copropriété, on avait avec nous un commissaire de justice qui nous a expliqué qu'il fallait qu'il intervienne à plusieurs reprises pour prouver la répétition du trouble. Et puis, indépendamment de, encore une fois, la destination qui interdirait le meublé Airbnb, pour dire les choses simplement, ou ça peut être du domaine du juge des référés, parce que, évidemment, le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Donc, il peut constater, évidemment, qu'il y a une violation du règlement de copro. En revanche, la question des troubles, ça, c'est pas du domaine du juge des référés. C'est du domaine du juge du fond. C'est des procédures qui peuvent durer plusieurs années, alors que le trouble existe. Les copropriétaires qui sont concernés, ils ne comprennent pas. Enfin, ça génère réellement des grosses tensions, en fait. Il y a la location qui est difficile, qui habitent. Et il y a ceux qui habitent. Et pour eux, ça change complètement leur lieu de vie et ça génère énormément de tensions entre voisins. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper en expliquant dès le départ les règles, le principe. Et puis après, une fois que c'est trop tard, d'apporter les preuves et de responsabiliser le propriétaire. C'est pour ça que le législateur est intervenu. Et c'est pour ça qu'il a permis, par le biais de cette loi Le Meur, de modifier le règlement de copropriété en incluant des clauses qui interdisent les locations meublées. Sauf qu'on va le voir tout à l'heure, c'est pas si facile que ça. Mais justement, on en reparle, restez avec nous. C'est hyper important parce qu'on va vous dire quelque chose que les gens ne savent pas, notamment les propriétaires, c'est hyper important. Alors, on va quand même faire un petit intermède fiscal. Sacha, tu es avec nous parce qu'on vient de parler des règles en Airbnb, mais il y a un autre piège plus discret mais non moins méchant. C'est la fiscalité. Là, pour le coup, tu vas nous le confirmer, une petite erreur peut coûter très cher ou vous faire choisir le mauvais régime. Donc Sacha, tu vas nous faire le mode d'emploi meublé de tourisme en version ultra simple. Donc quand on loue en meublé de tourisme, on déclare quoi, dans quel régime et surtout, qu'est-ce qui change depuis le 1er janvier 2026 ? On déclare quoi ? On déclare surtout comment ? Parce qu'en fait, on voit encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de confusion. On a encore des propriétaires qui louent en location meublée et qui déclarent leurs revenus en catégorie revenus fonciers comme une location nue. Ça, c'est la première erreur. D'accord. La location meublée, c'est de l'activité commerciale sur le plan fiscal. Donc, on va déclarer nos revenus dans la catégorie des BIC. Les BIC. Bénéfices industriels et commerciaux. On fait du commerce.
Ensuite, on va choisir le régime, c'est-à-dire que est-ce qu'on va déclarer en micro-BIC ou en BIC réel. Si je choisis le micro, là, c'est un forfait. Donc, je vais poser mes loyers sur ma déclaration de revenus et je vais avoir un abattement. Je vais en parler juste après. Ou alors, j'opte pour le réel. Et là, pour le coup, je vais calculer un résultat dit au réel. Donc, je vais prendre mes loyers, je vais pouvoir déduire mes charges. Et surtout, je vais pouvoir déduire l'amortissement, qui est quand même le nerf de la guerre en location meublée. Alors, toi, est-ce qu'il y a des oublis que tu vois fréquemment par les alors, il y a énormément cette erreur, cette confusion entre le foncier et le meublé. Et puis, des fois, on voit des charges oubliées. C'est pour ça que moi, je recommande de se faire accompagner par un professionnel quand on choisit d'opter au réel ou bien quand on est obligé de basculer, puisqu'il y a des seuils qui nous imposent parfois de basculer du micro au réel. Et les seuils, d'ailleurs, ont encore changé ces 2 dernières années. Ouais. Donc, les abattements ont changé et les seuils ont bougé. Là, on va distinguer la location longue durée et la location type Airbnb, la location saisonnière. Et là, on a la location saisonnière classée et non classée. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. En gros, si je loue mon logement en longue durée, c'est-à-dire un bail annuel en direct à quelqu'un qui en fait sa résidence principale, ou si j'ai fait classer mon logement de tourisme, donc un Airbnb classé de tourisme, là, je vais pouvoir faire un chiffre d'affaires jusqu'à 83 600 € et je vais bénéficier d'un abattement de 50%. D'accord. Ça veut dire que je vais être imposé sur la moitié de mes loyers annuels. OK. Et en revanche, si je n'ai pas réussi à faire classer mon logement de tourisme ou si je ne l'ai pas fait du tout, si j'ai fait aucune démarche, là, le seuil, c'est 15 000 €, donc ça peut aller très, très vite, et je n'ai un abattement que de 30%. Voilà, donc soit je fais vraiment classer mon logement et j'ai vraiment un parti pris, je fais de la location saisonnière dans une zone classée, soit je vais avoir tendance à faire du réel parce que ça va être plus intéressant. Je vais basculer sur du réel et me faire accompagner par un professionnel. Et là encore, est-ce qu'il y a des démarches spécifiques, notamment la CFE, l'INPI, il y a des choses à faire particulières que les gens oublient peut-être? Oui, il y a des obligations à respecter. Déjà, effectivement, auprès de l'INPI et du guichet unique, il faut que j'obtienne un numéro de SIRET. D'accord. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. En fait, j'ai une micro-entreprise, j'ai une petite entreprise, donc je vais devoir effectuer des déclarations de la même manière et m'immatriculer de la même manière. Donc, j'ai un numéro de SIRET. Je vais aussi, comme je suis dans le cadre d'une activité commerciale, être assujetti à la cotisation foncière des entreprises. On a tendance à l'oublier. Oui. Mais la CFE, elle est obligatoire. Et puis, je vais devoir aussi m'acquitter de cotisations sociales. Ça, c'est important. Et c'est aussi une erreur. C'est aussi quelque chose qu'on oublie. Lorsque je dépasse 23 000 € de loyer en location saisonnière annuellement, je dois m'acquitter de cotisations sociales auprès de l'URSSAF comme un travailleur indépendant. Et ça, je pense que les 3/4 des gens n'en ont pas conscience. Tout à fait. Et c'est déclaratif. Il y a aussi un autre sujet que j'aimerais bien rapidement qu'on aborde, c'est cette histoire de « je suis LMNP, je suis LMP ». Est-ce que les gens ont vraiment conscience du seuil et qui peuvent basculer sans le savoir? Non, il y a une méconnaissance du seuil et comme en plus c'est le même seuil que les loyers en location saisonnière, alors ça n'a rien à voir, il y a une vraie confusion. Effectivement, pour basculer de LMNP à LMP, donc de non professionnel à professionnel. Alors peut-être on peut récapituler. Oui. Loueur en meublé non professionnel, LMNP. Exactement. Et LMP, loueur en meublé professionnel. Tout à fait. Attention à cette confusion. Vous savez qu'en droit, on adore les acronymes, donc on va continuer, on tartine. Donc on te laisse expliquer, Sacha. Donc alors c'est une obligation, c'est-à-dire que quand je passe les seuils, je suis obligée de passer. C'est automatiquement dans la cour des grands. Exactement. Donc il faut que je génère, en tout cas, il faut que mes locations meublées génèrent plus de 23 000 € de recettes annuelles, et il faut que ces recettes excèdent le revenu de mon foyer fiscal. Et bon, ça, on a tendance parfois à l'oublier. Alors, ça peut aller très, très vite, surtout quand on est retraité. C'est ça. Mais en revanche, ça n'est pas simplement de dépasser les 23 000 € qui fait de moi un loueur en meublé professionnel. Et on complexifie encore un peu, parce qu'il y a un sujet, c'est la TVA. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des repères simples? Alors, sur le Airbnb, puisque c'est notre sujet, ça peut aller très vite là aussi. Il y a 4 services qui existent. Il y a 4 services para-hôteliers qui existent en location meublée. Donc, on a le linge, le petit déjeuner, l'accueil et le ménage. D'accord. Si je remplis 3 des 4 services, c'est-à-dire si je propose en tant que propriétaire bailleur 3 des 4 services, je vais, en tout cas, mon bien va être assujetti à la TVA et donc le loyer va être assujetti à la TVA. Donc, je vais devoir m'acquitter de cette TVA auprès de l'administration. Et en Airbnb, ça peut aller très vite. Et ça nous fait surtout basculer. On n'est plus dans le cadre d'une location meublée non professionnelle. On n'est même plus dans le cadre d'une location meublée. On bascule sur de la para-hôtellerie. Ah oui. C'est du BIC. Et là, ça va changer. C'est encore un autre régime. Exactement. C'est avec une incidence sur la destination. Complètement. Oh là là, attention, ça y est. La Cour de cassation, pardon, elle a dit tout et son contraire, encore récemment. Pendant très longtemps, la Cour de cassation nous a expliqué que la destination civile, pas fiscale,
du Airbnb, c'était une destination commerciale. D'accord. On faisait comme en fiscalité. Et puis en 2024, elle est venue dire non, Elle a hésité. finalement, c'est du civil, sauf si on adosse à cette activité Du des para-hôtelier. services para-hôteliers. Exactement. C'est-à-dire l'accueil, ça en général, on peut éventuellement l'avoir, le linge et le ménage, mais pas à chaque rotation. On peut imaginer qu'effectivement qu'à chaque rotation, on change les draps et on nettoie. Mais tous les jours, Heureusement. comme pour un hôtel. Donc on a ce Oui, débat donc aujourd'hui. là où ça pouvait passer, ça passe plus si on rentre Ça dans le passe plus. para-hôtelier. Et en C'est ça. plus, on rentre dans une fiscalité différente. En plus. J'espère que vous vous rendez compte c'est nécessaire, c'est essentiel de se faire entourer par un professionnel. Aujourd'hui, franchement, avec les couches de loi qui se superposent, on ne peut pas, je pense, s'en sortir seul. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Sacha, quelqu'un qui va louer, par exemple, 2-3 week-ends par mois, il est où, lui, sur le curseur ? 2-3 week-ends par mois, on se situe sur quelques semaines par an. Nous, on a tendance à dire qu'à ce niveau de loyer, on va avoir tendance à privilégier le micro-BIC et donc le forfait. Par contre, on conseille souvent de comparer les deux régimes entre eux pour s'assurer qu'on ne se trompe pas. Et là encore, on recommande de faire appel à un professionnel. Merci Sacha. Donc maintenant qu'on a vu la règle du jeu juridique et le mode d'emploi fiscal, on va passer à un troisième sujet. Delphine, tu sens que je me tourne vers toi avec les nouvelles pratiques d'occupation comme le BRS. Là encore, un acronyme qu'on adore. Le BRS, ça bouscule la copro, parfois sans que les copropriétaires s'en rendent compte au départ. Alors Delphine, tu vas nous faire le BRS, s'il te plaît, en version simple, agréable, si possible. Donc, qu'est-ce que c'est le BRS ? On t'écoute. Alors, si vous voulez briller en soirée, c'est le moment d'écouter ce que je vais dire. Pas les mêmes choses. Désolée, David. En tout cas, je vous invite à le placer et à acheter ASD Access. Le BRS, le bail réel solidaire, c'est un vrai changement dans la logique de la propriété. C'est une dissociation économique du foncier et du bâti. Concrètement et Oui, simplement, concrètement, ça veut dire quoi ? l'acquéreur achète le logement, mais pas le terrain. Le terrain est acquis par un organisme foncier solidaire, un OFS, qui va garder ce terrain sur du long terme jusqu'à 99 ans. BRS, OFS. OFS, D'accord. voilà. Donc, juste, Oui. je resitue. Si j'achète en copro, donc le terrain d'assiette de la copro, c'est l'OFS. C'est ça. Et moi, j'ai le Et BRS toi, avec t'as mon appart. exactement, C'est tu ça as les murs. Exactement. D'accord. Continue. Et ça permet quoi ? Pourquoi le BRS ? Oui, pourquoi ? Ça permet d'acheter son logement 20 à 50% moins cher que le marché libre. Et ça permet surtout à des acquéreurs, aujourd'hui on est face à une crise immobilière, ça permet à des acquéreurs qui travaillent, qui sont même cadres, d'accéder à la propriété par le prix et sur des zones très tendues ou tendues. Sauf que le logement, il n'est pas vraiment à moi puisque j'ai pas le terrain. Si, il est à toi. Il est à moi quand même. Il est à toi. Il y a une partie, on parle de... Là, on parle de... Oh, pardon, j'ai pas mes mots. Tout va bien. C'est vraiment le bâti. En fait, c'est un sujet juridique D'accord. de droit réel. On est vraiment propriétaire. On D'accord. parle de preneur à bail. Ouais. Après, c'est un peu complexe. Ouais, bien sûr. Mais l'acquéreur est propriétaire de son logement. D'accord. Avec, tu parlais tout à l'heure de la copropriété, avec certains droits de vote qui sont réservés à l'organisme foncier solidaire. Justement, en matière de copro, les droits de vote et tout ça, ils sont acquis. Eh bien, ça dépend. C'est Ça toute dépend, ça voilà, dépasse. ça dépend. Alors, C'est toute la complexité du BRS, complexe ou pas. D'accord. Aujourd'hui, bien sûr qu'on est dans le cadre de la copropriété avec des spécificités BRS. Donc l'acquéreur, le propriétaire, a des droits de vote sur le choix du syndic, sur certains travaux. Il va en assemblée générale. Par contre, l'organisme foncier solidaire va intervenir lorsque c'est des travaux qui vont toucher à la structure du bâtiment ou sur des cessions foncières, en fait, sur des choses beaucoup plus spécifiques et sur la globalité de la copropriété. Alors ça, c'est expliqué dès le départ. Toi, par exemple, Faustine, en tant que notaire, tu as un acheteur qui achète BRS. Dans ton acte, tu vas lui expliquer tout ça, qu'il y a un OFS, Oui. qui fait quoi, qui vote quoi. Il est déjà briefé. Oui, on prend le temps de lui expliquer. Alors déjà, ils sont extrêmement bien briefés au moment du contrat de D'accord. réservation, c'est-à-dire au moment où ils se décident à acheter dans ce type de copropriété. Bien sûr. Et ensuite, nous, on les reçoit au moment de la vente où on en remet une deuxième couche. On explique effectivement qu'est-ce qu'un OFS et qu'est-ce qu'ils ont eux vraiment. Et ils sont vraiment propriétaires. Delphine a raison, puisqu'ils peuvent revendre. Ils peuvent revendre. Oui, donc ils sont propriétaires. Et le prix ?
Et le prix... C'est là qu'on peut en parler quand même de l'intérêt du BRS. De l'intérêt du BRS, c'est que c'est une accession sociale sécurisée et qui reste durablement dans le temps. Aujourd'hui... Donc pour toute la chaîne... Toute la chaîne. C'est-à-dire qu'à la 4e revente, le logement restera dans l'accession sociale. L'acquéreur sera sous plafond de ressources et la plus-value, ils peuvent faire une plus-value, mais elle est encadrée. Elle est encadrée. Exactement. Ils ne peuvent pas tout exploser, par exemple, revendre x2, ça ne marche pas, ça. Revendre Parce qu'il faut que ce soit aussi valable pour tous les autres. Tout est là dans l'intérêt de l'organisme foncier solidaire. Son rôle, c'est de contrôler les prix de revente, d'agréer le futur acquéreur. Donc, il y a un vrai rôle de garant. Donc, l'OFS, c'est le garde-fou du BRS. Et il est garde-fou aussi dans la copropriété. C'est-à-dire que si on a un acquéreur qui ne paye pas ses charges, il va être là pour être garant des copropriétés dégradées. Ce qu'on n'avait pas sur de l'accession sociale quand on parlait de la location-accession ou de l'accession sociale classique. Alors moi j'ai une question, si par exemple je veux acheter en BRS, vers qui je me tourne? J'appelle la SDH et comment je sais si mes ressources, si mes revenus vont rentrer, on va dire, dans les clous? Alors ça, il y a des plafonds nationaux. Ouais. Il faut savoir que c'est 85% de la population. Quand je parlais qu'il y a des cas de cachette, c'est réel. Ce qu'on n'avait pas en accession sociale il y a quelques années. Aujourd'hui, les plafonds sont très, très hauts, exactement. Est-ce qu'il y a assez d'infos là-dessus? Non, il n'y a pas assez d'infos. Après, les gens ne sont pas au courant. Exactement, il y a quelques émissions télé. Donc, merci de mettre en lumière le BRS. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore connu. C'est important. Or, ça permet vraiment à des ménages d'acheter en fait un logement et devenir propriétaires, soit près de leur lieu de travail, soit dans la commune où ils louent leur logement. Et l'accession sociale, on ne la voyait pas à Montbonneau, à Coran, dans des secteurs prime. Aujourd'hui, avec le BRS, il y en a. Et on a des produits. Alors Delphine, donc ça veut dire je peux aller sur le site de la SDH sur et SD je vois SD Access. Okay. Et là, tu vas voir tous les plafonds. Et surtout, c'est de nous appeler. Et j'ai une idée des endroits qui sont proposés. Exactement. Il y a des annonces. Il y a toutes les annonces de neuf. On a une 50aine de programmes actuellement en cours en bail réel solidaire. C'est 90% de notre production. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis on arrive maintenant à notre cas réel, le cas du jour. Et je vous invite à ouvrir très grand vos oreilles, si ce n'est vos yeux, parce que c'est hyper important. On a un propriétaire qui reçoit une convocation à une AG. Ordre du jour, modifier la destination de l'immeuble parce que la copropriété veut interdire le meublé tourisme ou le Airbnb qui cause des nuisances dans la copro. Ce vote est annoncé comme fait à la majorité de l'article 26. David, majorité de l'article 26, c'est quoi? 2 tiers. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est on va dire ça pour simplifier, merci. Évidemment, le propriétaire n'est pas à l'initiative de la convocation et il ne vient pas à l'AG. Le PV, l'AG a lieu, le procès-verbal est notifié, puisqu'en effet, les copropriétaires qui, eux, se sont rendus à l'Assemblée générale, ceux qui étaient présents, ont voté le passage de la résolution. Donc, le propriétaire qui ne s'y est pas rendu reçoit le PV, le relève même pas, puisque tout ça est évidemment notifié en recommandé électronique, le relève pas. Et le délai de 2 mois s'écoule. Vous allez voir, 2 mois. Retenez bien. Pourquoi? La résolution est votée, le délai de 2 mois est passé et aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'y opposer. Donc, eux avaient acheté pour louer en meublé de tourisme. La résolution est passée à une mauvaise majorité. Tout est faux en réalité, mais c'est quand même passé et c'est définitif. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Là, David, je vais me tourner vers toi. Donc, on est d'accord que normalement, pour modifier un règlement de copro, c'est l'unanimité. On a cette histoire d'article 26 de loi Le Meur où on ne comprend rien et tu vas nous expliquer. Le principe, quand vous changez le règlement de copropriété, pas seulement la clause de destination, ça peut être la modification de la répartition des charges, par exemple. Dès lors que vous touchez à la règle commune, il faut que tout le monde soit d'accord. Quand on change la règle du jeu en courte partie, il faut que tous les joueurs soient d'accord. Sinon, ça ne marche pas. Donc le principe qui a été posé par la loi de 65, par la jurisprudence, c'est l'unanimité, tout le monde. Alors, il y a des exceptions, il y a notamment la loi Le Meur, puisque la loi Le Meur, elle permet d'intégrer au règlement de copropriété une interdiction spécifique, une clause spécifique d'interdiction de la location meublée saisonnière à une majorité plus faible, la fameuse majorité de l'article 26. Il y a un certain nombre de conditions à respecter, mais en dehors, parce que je connais le cas que tu as décrit, on n'était pas sur la loi Le Meur, on était sur une règle unanimité. Voilà. L'Assemblée générale est convoquée.
elle fait voter la modification de la clause de destination Un article qui n'est pas le bon. à un article qui n'est pas bon. Elle aurait pu le faire à l'article 24, c'est tout Comme aussi elle mauvais. voulait, en fait, n'importe quel article, tant que c'est voté. Et le syndic le fait voter, le copropriétaire concerné par la modification S'oppose pas s'oppose pas, n'est pas présent. dans le délai de 2 mois. Et il y a un délai de 2 mois. Alors, délai de 2 mois qui court à compter de la notification du procès verbal, tu l'as dit. Il faut contester. Contester, c'est pas simplement dire au syndic je vous adresse un courrier recommandé, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas suffisant. D'accord. Il faut saisir le juge. Donc, il faut passer par un avocat par un obligatoirement. avocat Là, on n'a pas obligatoire, le choix. tribunal judiciaire, Ah oui. procédure écrite, avec constitution obligatoire d'avocat. Dans les 2 David, mois. je t'interromps 2 secondes. Le délai de 2 mois, il commence à partir de quand? Du lendemain de la notification du procès verbal. Ok. Donc vous recevez le procès verbal de En notification. recommandé électronique ou Recommandé papier. simple ou enfin Ouais, recommandé ok, classique ok. ou électronique. Maintenant, le principe, c'est électronique. Électronique. Le lendemain, il y a un délai de 2 mois qui court. Et dans ce délai de 2 mois, vous devez délivrer une assignation par voie de commissaire de justice pour saisir le tribunal judiciaire. Si vous ne le faites pas, l'Assemblée générale est définitive. Elle a autorité de la chose votée. Ça veut dire que tout ce qui a été voté, même de façon totalement C'est irrégulière, incroyable. s'impose aux copropriétaires. Tout. Ça n'a pas toujours été le cas. La Cour de cassation, pendant très longtemps, a dit si l'irrégularité Et dingue. est extrêmement violente, Ouais, on considère qu'il n'y a même pas de décision. d'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quelle que soit C'est l'irrégularité, sidérant. alors je dis toujours, sauf si vous votez l'exécution du concierge, mais Ah, la loi le meurt. bon, ouais. On plaisante, bien sûr. On adore les concierges. Irrégularité la plus flagrante, la plus dingue, au bout de 2 mois, c'est terminé, ça vient s'imposer. Je trouve ça fou. Ça veut dire que c'est coup près. On dit que le délai purge les irrégularités, quelles qu'elles soient. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif à ce qui est voté en Assemblée générale. Et si effectivement vous n'avez pas eu le loisir d'être présent, de voter, de vous opposer, ou vous êtes opposé et la majorité a décidé autrement, il faut attaquer. Sinon, ça s'impose. Alors, Faustine, toi, ce genre de décision justement qui se prend, qui est votée, ça a des impacts sur la revente, la location. Quand tu vois ça, tu dis quoi, toi, à ton client qui a subi ça, par exemple? Dans le cas là que vous exposez, c'est évident que pour ce client-là, il y aura un impact Oui. alors, à la revente ou en tout cas sur le projet de revente qu'il a. Il ne pourra pas Ça sera dire terminé. je revends avec 4 Airbnb. Avec des meublés de tourisme. Voilà. Par contre, il faudra peut-être penser la location autrement. C'est pas parce qu'il y a une interdiction de location de meublés de tourisme qu'il y a une interdiction de louer en meublé. Oui. Mais c'est sûr, la rentabilité ne sera pas forcément la même, mais c'est sûr que lui, ça va avoir un impact au moins sur les perspectives de revente, ou en tout cas le panel d'acquéreurs qu'il escomptait à la base. Sacha, justement, t'en penses quoi, toi, par rapport à la partie fiscale? Parce que c'est plus le même rendement. Quel est ton point de vue là-dessus? Je suis d'accord avec Faustine, forcément que ça entache la rentabilité. Si on loue en Airbnb, on a tendance à avoir des loyers plus élevés que si on louait à quelqu'un qui en fait sa résidence principale sur l'année. Par contre, tout n'est pas si noir, c'est-à-dire que oui, ça va entacher la rentabilité, néanmoins, on va quand même avoir un locataire qui, si on continue à louer meublé, qui sera là sur l'année entière, ça n'interdit pas la location meublée, et on continue, en optant pour cette location meublée, à bénéficier de la souplesse du bail que propose ce type de location. Mais ça veut dire aussi que maintenant, quand on achète un bien à usage exclusif de Airbnb, faut se dire que c'est pas forcément le bon plan, parce que ce que disait David, c'est qu'avec la loi Le Meur, en fait, Il faut bien réfléchir. la destination d'un immeuble, elle peut bouger, et qu'il faut pas avoir uniquement comme focus, je vais faire du Airbnb. Il faut avoir un éventail un peu plus large en se disant, ok, potentiellement, on pourrait me forcer à basculer en meublé. Est-ce que je suis toujours rentable? Les enjeux sont importants pour le Airbnb, mais ils peuvent être spectaculaires pour la location commerciale. Vous avez des murs commerciaux avec la possibilité de louer un restaurant. Vous avez un restaurant en place, et puis l'Assemblée générale vient modifier le règlement de copro. En principe, elle devrait le faire à l'unanimité. Elle ne le fait pas. Elle le fait à une majorité, 26, 25, 24, ce que vous voulez. Et vous avez une interdiction, et encore une fois, le délai de 2 mois est expiré, vous avez une interdiction de l'AG de louer un restaurant. Le restaurant, il doit s'arrêter. Donc ça veut dire responsabilité du propriétaire. Le locataire va engager la responsabilité de son propriétaire. Et le propriétaire et le bailleur, il va devoir payer la perte du fonds, l'éviction, etc. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement violents. Mais qui peuvent être évités si... Moi, c'est une mauvaise relecture de règlement de copro qui, récemment, on a autorisé un restaurant à faire les démarches au niveau de la mairie, à commencer à s'installer. Et en fait, mon collaborateur qui commercialisait les locaux d'activité avait mal lu, avait la mauvaise version du règlement de copro. Voilà, donc vous avez autorisé alors que exactement. vous n'auriez donc pas on dû. a dû faire machine arrière en indemnisant
Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a même les professionnels, en fait. Ouais, ils peuvent se tromper. Très belles actions en responsabilité Voilà. de nos 3 professions, Oui, oui, notaire, agent immobilier, Bien sûr. avocat, dans la rédaction des baux commerciaux. Parce que le réflexe, quand on rédige un bail commercial, que ce soit notaire, C'est de avocat regarder le règlement. ou agent, c'est de regarder la clause La de destination. Et là, quand Mais c'est pas nombre pour de le niveau professionnels ne le font pas. Oui, oui. Alors, la morale de cette histoire en copropriété, ignorer une convocation, ça peut coûter très cher. Parce que parfois, le match se joue sur la majorité, mais il se perd sur le délai. On arrive à la fin de cette émission et je vous rappelle les 3 réflexes simples mais essentiels. Bien analyser son projet avant de se lancer dans la location. Quand une AG touche à l'usage ou à la destination, on regarde la majorité requise et en cas de doute, surtout, on le fait vérifier par un professionnel. Si vous voulez contester, le délai de 2 mois, c'est un vrai coup près. Merci beaucoup à mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Plume qui a respecté la destination du plateau. Restez zen. À très bientôt dans Tout droit. Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné.